Bonjour à tous, bienvenue en ligne à l'occasion de cette seconde matinée organisée dans le cadre des rencontres régionales économie circulaire et déchets que vous propose cette année la direction régionale de l'ADEME en Grand Est en partenariat avec la région dans le cadre du programme Climaction. Peut-être étiez-vous déjà avec nous lundi matin pour la séance inaugurale de ces rencontres régionales et la première session thématique que nous avons consacrée à la lutte contre les incivilités environnementales. On continue ce matin à évoquer d'autres thèmes en lien direct avec la loi AGEC. Et ce matin, on va parler de collectivités exemplaires, moteurs pour la transition écologique et énergétique. On va aussi évoquer toutes ces initiatives qui fleurissent et qui favorisent le don, le réemploi et la réparation. La loi AGEC, c'est une loi du quotidien, hein. C'était le message des représentants de la DREAL qui ont pris la parole lundi matin. Une loi qui nous aide à avancer chaque jour pour le développement de nos territoires. Et l'objectif de ce webinaire encore ce matin, c'est de vous le prouver concrètement à travers toute une série de retours d'expérience portés par des acteurs locaux de profils variés. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de nos échanges. Merci du coup de vous être connectés si nombreux pour être avec nous ce matin. Je vous le disais, on entame cette première partie de matinée qui va nous conduire jusqu'à 10h15, heure à laquelle on fera une petite pause par le sujet collectivité exemplaire moteur pour la transition écologique et énergétique. Pour introduire cette séquence, je voudrais donner la parole à Alessia Villasi, qui est ingénieure territoriale au sein de la direction régionale de l'ADEME en Grand Est. Alessia, pourquoi mettre ce sujet à l'ordre du jour ce matin? Bonjour à tous. Donc en effet, on a souhaité faire une table ronde donc sur la commande publique, car il faut savoir qu'en France, donc ça représente environ, 200 000 000 € et donc environ 10 du PIB français. Donc c'est pas du tout négligeable et donc comme tout le monde le sait déjà, donc c'est un levier d'action, considérable. Donc vraiment pour impulser le changement donc auprès des acteurs des territoires, donc notamment les PME et tout le tissu économique. Donc voilà, en influant sur l'offre via la demande et en impulsant voilà, des changements en matière de transition écologique de façon générale et voilà, d'économie circulaire. Il faut savoir que du coup, la loi, ça fait un moment que, donc déjà à l'époque de la loi sur la transition et la croissance verte, il y avait déjà des mesures pour voilà, renforcer cette commande publique exemplaire. Et la loi AGEC donc, continue dans ce sens. Donc après, ça sera détaillé plus en détail, mais donc il y a notamment une mesure pour fixer des objectifs d'achat de biens en fait issus du réemploi donc par les acheteurs publics ou alors des biens qui intègrent des matières recyclées dans des proportions, alors c'est de 20 à 100%. Bon, voilà, après on rentre dans des détails plus voilà, techniques. Il y a également voilà, une évolution du diagnostic déchets voilà, pour qu'elle aille plus dans une logique de diagnostic inventaire pour le réemploi, idem, et la valorisation des ressources. Voilà, et après, voilà, il y a aussi des petites choses sur l'achat de pneus rechappés. Donc voilà, tout ça pour dire que cette loi voilà, continue de pousser les acteurs publics à aller toujours plus loin et à se challenger voilà, en termes de commandes publiques exemplaires. Et au niveau de la région Grand Est, donc côté ADEME régional, voilà, on n'a pas énormément d'actions voilà, sur ce sujet. Ça va plutôt se faire au niveau du siège avec des publications nationales régulières. Mais par contre, il faut savoir qu'il y a un acteur très important donc, en région, donc qui n'est autre que la région Grand Est, voilà, qui est vraiment le chef de file sur la thématique. Et du coup, justement, ils vont parler sous peu voilà, pour vous présenter leur action sur le sujet. Merci beaucoup pour cette introduction. Alessia, effectivement, ils sont nombreux, nos témoins, pour prendre la parole ce matin. Je vais vous les présenter collectivement et puis la parole passera chez chacun. Marina Gaspard est avec nous. Elle est chargée d'opération au sein du conseil départemental 54. Bonjour Marina. Est-ce que vous êtes avec nous? Peut-être pas encore connectée, Marina. C'est pas grave, Normalement, elle vous va. m'entendez? Ah Bonjour. oui, 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 voilà, voilà, je vous avais pas à l'écran. Bonjour, comment allez-vous?
Très bien, merci. Bon, on a eu chaud ce matin, quelques petits soucis Oui. techniques. Du coup, on est heureux de pouvoir voir votre sourire, à l'écran. On reviendra vers vous tout à l'heure, Marina. Du coup, ne partez pas, restez avec nous. Priscilla Rabier, chargée de projet économie circulaire et déchets au sein de la direction de la transition, énergétique, écologique et de l'environnement, au sein, de la région, Grand Est est également avec nous. Alessia, évoquait sa présence, à l'instant. Bonjour, Bonjour, bonjour Priscilla, bonjour à tous. comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. On vous entendra effectivement prendre la parole au sujet voilà, du rôle joué par la région, du rôle de booster, notamment auprès des collectivités en matière de commande publique exemplaire. Gohiri Ferry est avec nous également. Il travaille au sein d'Aganis, l'établissement public qui joue le rôle de régie opérationnelle pour la collectivité Metz Métropole. Il y est chargé de projet déchets. Bonjour Gohiri, Bonjour à tous. ça va bien? Très bien. Oui. Super, on vous donnera la parole tout à l'heure et vous nous parlerez valorisation des déchets inertes collectés en déchetterie. Michelle Kiens est avec nous également ce matin. Elle est diététicienne et responsable qualité au sein de la direction de l'enfance et de l'éducation, service périscolaire et éducatif, ville, mais aussi Eurométropole de Strasbourg. Bonjour Michelle. Oui, bonjour. Vous aussi, ça va bien ce matin? Ça va bien. Bon, quel temps il fait à Strasbourg? Un peu gris, Oh, c'est un peu c'est un, gris. Mais il ne c'est un pleut pas, il ne neige pas, donc c'est Le bien. voilà, par les temps qui courent, on se console comme on peut et on est vite content. Merci, merci pour le petit point météo. Vous nous parlerez restauration scolaire et suppression des barquettes plastiques à usage unique, dans les, cantines. On reviendra vers vous plutôt en fin de séquence. On aura aussi un petit point réglementaire avec un représentant de l'Adréal, Richard Marcelet, qui est, chef de pôle et enfin, Alessia reprendra la parole pour conclure après les questions et les réponses. Et je vous en parle à vous qui nous regardez parce que votre rôle va être important ce matin. Vous l'avez compris, nos intervenants témoins sont prêts, ils ont plein de choses à vous dire, mais peut-être que vous, de votre côté, vous avez des questions à leur poser ou des commentaires à leur remonter. Donc, n'hésitez pas à utiliser la conversation. Vous avez en fait deux possibilités pour nous rejoindre, mais on l'a vu lundi, parfois on ne sait pas trop bien où aller et l'ensemble des questions, en fonction de la manière dont elles sont posées, ne sont pas toujours visibles de tous et c'est peut-être un peu frustrant. Du coup, ce que je vous propose, c'est de renforcer un peu la consigne par rapport à ce que je vous annonçais lundi et de vous inviter à uniquement utiliser la conversation, donc le petit onglet converser qui se trouve dans votre barre de menu pour déposer des questions ou des commentaires à l'attention des intervenants en utilisant la possibilité questionner tout le monde, conférenciers et participants, ce qui permet finalement à chacun d'entre nous de pouvoir avoir accès à l'ensemble des échanges et des conversations. C'est plus riche et certainement plus intéressant. Voilà, merci pour ce petit point. On compte sur vous pour challenger nos intervenants ce matin de façon bienveillante, bien entendu, mais c'est toujours intéressant, ça permet d'aller plus loin. Du coup, Patricia Rabier pardon, pas Patricia, pourquoi je dis Patricia, je ne sais pas, c'est Priscilla Rabier du conseil régional qui vous a souhaité la bienvenue tout à l'heure, est avec nous et je l'évoquais avec elle, le rôle de la région en matière de commande publique et de booster de la commande publique dans les territoires. Il est important. On connaît le travail interne que fait la région. Il nous avait déjà d'ailleurs été présenté l'an dernier à Tomblaine. Si vous étiez avec nous, peut-être vous vous en souvenez, c'est le collègue de Priscilla, Hervé Formel, qui avait évoqué toutes les activités estampillées orchidées qui sont menées au sein de la région. À l'époque, il avait aussi évoqué l'idée que peut-être la région pourrait créer une espèce de réseau de collectivités qu'elle accompagnerait en matière d'exemplarité de la commande publique. Eh ben, figurez-vous que cette idée n'est pas restée lettre morte, elle est même plutôt en train de se mettre en place. Et c'est un petit peu de tout ça que nous allons parler maintenant avec Priscilla. Vous voyez qu'on a de la suite dans les idées en région Grand Est. Priscilla, la parole est à vous. Merci Nathalie. Donc, je vais partager mon écran de manière à ce que on puisse suivre ensemble cette présentation. Alors, pas de chance. Ah si, voilà.
J'espère que tout le monde voit bien. Donc, effectivement, la politique, économie circulaire, partagée au sein du Grand Est, hein, quand je dis partagée, c'est région, ADEME, État. Elle est issue, en fait, des travaux du plan régional, de prévention et de gestion des déchets. Donc c'est-à-dire des travaux de concertation, hein, qui ont eu lieu au moment de l'élaboration de ce plan-là, avec les différentes collectivités en charge de ces services déchets. Et ce PRPGD a été approuvé et intégré au SRADET le 24 janvier 2020. Donc c'est assez récent. Cette politique économie circulaire, en fait, se décline sur plusieurs axes de travail qui ont été identifiés, déclinés sous forme d'actions, dont certaines ont des cibles spécifiques entreprises et d'autres spécifiques collectivités. Et on va s'intéresser, en fait, à cet axe 3 qui est accompagner les acteurs économiques territoriaux vers l'économie circulaire, puisque c'est une action qui va être déclinée à la fois pour les entreprises, mais également pour les collectivités. Donc, au niveau des entreprises, j'en parle en quelques mots parce que ça permet d'avoir une vision un peu plus large de la thématique. La région accompagne en partenariat avec la CCI les entreprises pour, vers des nouveaux modèles économiques de production tels que l'éco-conception, mais également sur des sujets qui sont les modèles d'achat durable par le biais de son interlocutrice de la CCI qui est Christelle Ricci et de mon collègue Pascal Després. Et sur la partie collectivité, effectivement, c'est une nouvelle action qui date de cette année en vue d'accompagner l'ensemble des collectivités du Grand Est vers l'insertion de clauses éco-responsables dans leur marché, car on s'aperçoit que l'ensemble des collectivités ne sont pas au même niveau d'intervention et beaucoup ne savent pas par quel biais, par quel bout prendre cette thématique, comment insérer des clauses, sur quel segment d'achat. Beaucoup n'ont pas forcément non plus les services dédiés, les moyens correspondants. Donc, c'est sur cet axe-là et suite aux travaux en interne menés par effectivement Monsieur Formel qu'on s'est décidé à prendre en charge cette thématique. Voilà. Donc, c'est un groupe de travail qui est issu à la base des travaux du plan de déchets, hein, c'est ce que je viens de dire, mais qui s'inscrit également dans un contexte de relance de l'économie locale induit par les mesures sanitaires liées au Covid-19. En fait, face à cette crise et en réponse à la crise économique, la région Grand Est a entamé un important travail visant à préserver l'économie et les emplois, tout en préparant l'avenir de la région par ce qu'on appelle le Business Act Grand Est. Cité dans de nombreux temps forts de ce Business Act, la commande publique est revenue assez souvent, notamment en ce qui concerne le secteur du BTP. Et on a bien vu que cette crise a renforcé la prise de conscience des enjeux du développement durable qui se retrouvent dans la commande publique, tant sur le volet environnemental que social. Donc, à l'issue de ces travaux du Business Act, un guide a été élaboré par Grandinov. J'ai mis les coordonnées de la personne responsable chez Grandinov de ce guide. Par l'équipe. Et c'est un guide qui va comprendre 4 grandes parties. 1, le contexte sanitaire. 2, les impératifs et opportunités de la commande durable, puisque le commande durable est largement pris en compte dans la commande publique, avec notamment ce qu'on évoquait tout à l'heure, les schémas de promotion des achats socialement, écologiquement responsables qui sont obligatoires pour les pouvoirs adjudicateurs qui dépensent plus de 100 millions d'euros par an, dont la région Grand Est, d'où la démarche Orchidée, mais également le Spaser de l'EMS, l'Eurométropole, qui insère des clauses en matière d'économie sociale et solidaire, mais aussi éco-responsable. Le 3e chapitre vise à créer du dialogue, la confiance envers des acteurs et le 4e, le bon usage de la commande publique pour un impact positif. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un guide qui prend la forme de plusieurs fiches pratiques, qui propose sur chaque grand sujet des mesures qui peuvent à la fois apporter un bénéfice aux acheteurs et aux opérateurs économiques. Et chaque fiche est illustrée au moins par une bonne pratique déjà mise en œuvre au sein de la région Grand Est. Donc, fermons cette parenthèse sur ce guide. Donc cette action vers les collectivités s'inscrit en fait dans un réseau Climaxo au sein du réseau collectif Grand Est, dans la communauté des collectivités. On pourra voir, et ça peut être intéressant en matière de sourcing, un annuaire qui a été mis en place cette année, qui est Prestavaire, pardon.
Donc, je vous ai mis les coordonnées également sur le PowerPoint, où chaque prestataire, bureau d'études, prestataire de collecte qui intervient auprès des collectivités du Grand Est peut s'enregistrer et on peut voir en fait toutes celles qui interviennent dans ce champ de compétences qui est l'environnement. C'est une base qui repose sur l'autodéclaration des compétences des prestataires. Voilà. Donc effectivement, il y a eu un premier groupe de travail à destination des collectivités qui s'est tenu le 1er octobre de cette année, qui visait à sensibiliser l'ensemble des collectivités à l'insertion des clauses éco-responsables dans les marchés, mais également mettre en réseau l'ensemble des acteurs de la commande publique au sein des collectivités du Grand Est et faire un retour d'expérience, des pratiques et également des sondages pour pouvoir identifier les axes sur lesquels les différentes parties prenantes souhaitaient travailler pour l'année 2021. C'était un format webinaire de 2 heures, alors avec une partie introductive par les services de la région, une partie sur l'éco-exemplarité avec la démarche Orchidée, un point sur la loi AGEC et sur le dispositif interministériel des services publics éco-responsables, donc avec une intervention de l'ADREAL, mais également une intervention d'USGAR, puisque à l'État, ils ont une plateforme régionale des achats et ça fait un moment qu'ils travaillent à l'insertion de ces clauses éco-responsables. Et enfin, une présentation de notre service et du SPADER de l'Eurométropole de Strasbourg avec des exemples concrets de commandes publiques éco-responsables. À l'issue de ce premier groupe de travail, on a réalisé un sondage où on s'aperçoit que 50% des personnes qui ont répondu travaillent dans des collectivités qui mènent une démarche d'achat responsable de moins de 3 ans, donc c'est quand même un sujet assez récent. Leur priorité, bien entendu, c'est de réduire les coûts, d'améliorer la qualité. 60% des personnes qui ont répondu n'ont pas l'habitude de recourir aux écolabels, d'où l'intérêt de les promouvoir et de les faire connaître pour chaque segment d'achat. Le développement du territoire via la commande publique et les raisons écologiques sont les principales motivations des collectivités pour entrer dans ce type de démarche. Mais on observe, et on a souvent ce retour, des difficultés pour contrôler en fait ces marchés. Ce n'est pas le tout de les écrire, mais encore faut-il savoir comment les contrôler. La formation du personnel, là encore, hein, les acheteurs publics sont certes sensibilisés maintenant à l'insertion des clauses sociales, mais pas forcément aux clauses éco-responsables, et de l'idée d'un surcoût potentiel lié à ces marchés publics visant à réduire les impacts environnementaux dans la commande publique. Les attentes sont diverses, mais ce qui ressort principalement, c'est une formation des acheteurs et des retours d'expérience plus nombreux sur différents segments d'achat. C'était un groupe de travail qui était composé de 56 personnes qui ont suivi ce premier groupe de sensibilisation. On espère qu'il va encore s'élargir pour les prochains groupes de travail. Donc, comment on va travailler en 2021 ? On va continuer sur ces formats de 2 heures via Teams et avec un canevas type. Ça se passera tous les 2 à 3 mois. En partenariat toujours avec les services de l'État, puisqu'on prévoit à chaque fois un rappel du contexte réglementaire du segment d'achat concerné, des retours ensuite d'expérience des personnes identifiées lors du sondage pour faire vivre ce réseau. Donc, le prochain groupe de travail, notamment sur les produits et les prestations de nettoyage, on a déjà des collectivités qui se sont portées candidates pour nous faire un retour. Un point de vue de l'entreprise, parce que c'est toujours intéressant aussi de voir comment l'entreprise a répondu, quels étaient ses freins, comment elle prévoit les contrôles, de manière à faciliter aussi la rédaction des marchés au sein des collectivités et enfin une plateforme d'échange pour pouvoir échanger les documents par segment d'achat. Donc, je parle de DCCTP, mais également des clauses, avec des clauses, j'allais dire type, toutes faites, à adapter par chacun pour pouvoir l'insérer dans leur propre marché. Donc, le prochain GT, c'est en janvier, basé sur les marchés des produits de prestations de nettoyage éco-responsable. Et les autres thématiques prévues durant l'année sont les prestations intellectuelles,
Les travaux en juin qui seront l'objet d'une journée complète puisque le matin, on prévoit de faire effectivement cette sensibilisation, cette insertion des clauses responsables dans les travaux et la rénovation. Et l'après-midi, en partenariat avec l'ADEME, on prévoit également d'illustrer ces propos par des chantiers exemplaires, notamment des chantiers qui auront été soutenus dans les appels à projets dans le domaine du BTP. En septembre, la thématique qui sera abordée sera la restauration collective et les marchés traiteurs. Et enfin, nous aborderons l'entretien des espaces verts en fin d'année. Voilà, un petit mot aussi sur les travaux qui vous avaient été présentés par mon collègue Monsieur Formal, qui lui n'est pas au sein de la direction de l'environnement comme je le suis, mais sur la partie interne, hein, donc de la direction de l'achat public. Donc, je ne vais pas revenir sur j'allais dire le fonctionnement et la démarche puisqu'il l'avait très bien fait l'année dernière, mais plutôt sur les avancées par rapport à l'année dernière. Donc, depuis l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé au sein de cette démarche? Il y a l'intégration systématique des exigences environnementales dans tous les marchés de la région. La région, c'est quand même 5000 marchés par an. Et notamment au niveau des transports, de l'informatique, du mobilier et du marché traiteur, puisque le marché traiteur qui a été passé au niveau de la Lorraine avec l'insertion des clauses éco-responsables, là, depuis quelques jours, est passé à l'ensemble du Grand Est. Il y a également eu des recherches d'opportunités d'intégration d'éléments nouveaux dès la phase de définition des besoins pour les autres segments d'achat, la réalisation de fiches techniques d'intégration de critères environnementaux par segment d'achat. Et au niveau des marchés, on citera par exemple les marchés énergétiques réalisés pour les bâtiments les plus énergétivores, des programmes de raccordement de lycées à des réseaux de chaleur alimentés par 50% d'énergie en biomasse, des études du potentiel solaire, la démarche zéro pesticides pour le patrimoine, etc., etc. Donc voilà ce qui s'est fait, j'allais dire en interne, avec ce déploiement de cette démarche orchidée. Et notamment aussi, je pensais à un gros travail interne sur insertion des clauses éco-responsables au sein de l'ADIMO pour tout ce qui est travaux et rénovation, puisque maintenant plus d'un seul marché chez nous en matière de travaux sort sans ces clauses éco-responsables. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. J'espère avoir été claire, sur ce nouveau programme d'action qui vient de démarrer depuis, octobre dernier sur cette thématique de la commande éco-responsable au sein des collectivités du Grand Est. Merci beaucoup, Priscilla. Vous avez été très claire et puis surtout, vous avez donné envie, je pense, de pouvoir contribuer aux travaux de ces groupes qui viennent de se mettre en place. On a vu le programme chargé qui va émailler l'année 2021, plein de sujets d'intérêt pour les collectivités. Donc, n'hésitez pas à contacter Priscilla si vous souhaitez vous inclure dans les travaux de ces groupes. N'hésitez pas aussi à déposer des questions. Vous êtes déjà en train de le faire, c'est très très bien. Alessia va monitorer le chat pour vous, la conversation pour vous, et on vous fera un petit point questions, mais surtout réponses en fin de séquence. Donc, ce n'est pas encore tout à fait le moment d'amener les réponses, Priscilla, mais c'est en tout cas le moment de déposer les questions et les commentaires. La parole passe du côté de Marina Gaspard, qui vous a déjà salué tout à l'heure. Donc, je vous l'ai présentée. Marina, elle travaille au sein du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le 54, et on va parler chantier exemplaire avec elle, et notamment celui de la rénovation du collège d'Audun, le roman, qui est un bel exemple de l'action du département en la matière et de sa volonté d'exemplarité aussi. La parole est à vous, Marina. Bonjour, merci Nathalie. Donc effectivement, merci de nous laisser la parole pour présenter la démarche du conseil départemental, puisque donc l'opération d'Audun-le-Roman fait partie d'un plan de programmation plus global, un plan qui s'appelle Plan Collège Nouvelle Génération, qui du coup se base sur une centaine de millions d'euros, qui a été voté en 2012 par les élus, et qui a des ambitions fortes d'un point de vue accessibilité à tous, dans les bâtiments, dans les transports, à la culture, au sport, à l'éducation, à la citoyenneté et à l'environnement, et en plus a des objectifs de performance énergétique depuis 2012 au niveau des bâtiments assez
important. On voit depuis ces dernières années que les ambitions environnementales progressent, tout comme les ambitions gouvernementales, pardon. Effectivement, on intègre de plus en plus l'adaptation au changement climatique avec la gestion du confort d'été, la gestion de l'eau, l'analyse de cycle de vie. Donc, c'est des sujets qui progressent au sein du conseil départemental. Et l'appel à projet de la région et de l'ADEME, l'appel à projet déchets Climaction qu'on a rapidement soulevé avec la dernière présentation, nous a permis de déclencher, d'aller plus loin vers la démarche d'économie circulaire. Et l'opération Dodin-le-Roman nous permettait, l'opération de Dodin-le-Roman commençait, donc elle permettait d'aller plus loin dans cette démarche avec cette opération-là. Elle était, l'opération Dodin-le-Roman est une opération pas forcément idéale pour l'économie circulaire, mais justement représentative des opérations et des problématiques qu'on peut rencontrer sur les bâtiments. Donc voilà. Par rapport au timing, c'était cette opération-là qu'on a lancée dans le cadre de la démarche économie circulaire. Donc, pour vous présenter rapidement l'opération, Dodin-le-Roman se situe tout au nord du département de la Meurthe-et-Moselle. Le site est donc en périphérie de la commune, dans un cadre plutôt très bucolique, proche des bois. Le site se compose de 4 bâtiments, un bâtiment administration, un bâtiment externat, un bâtiment demi-pension et la chaufferie. Comme on peut le voir sur les photos que vous voyez normalement à l'écran, donc ce sont des bâtiments des années 70, donc avec des façades très rythmées, une structure métallique poteau-poutre qui permet d'imaginer et de recréer des espaces répondant aux besoins actuels. Donc voilà, pour vous présenter rapidement le site, là on voit la demi-pension, l'externat à droite et au fond l'administration. Donc un des premiers choix qui a été fait par rapport à l'économie circulaire, c'était de conserver le bâti plutôt que d'imaginer une déconstruction-reconstruction. Donc même si d'un point de vue financier c'était plus intéressant, c'était aussi pour dire on s'engage directement dans une démarche environnementale performante, dans le sens où les fondations et la structure ont un poids carbone très important. Donc voilà, le choix a été fait de conserver le bâti et de le réhabiliter plutôt que de le déconstruire et reconstruire. Donc ensuite, je vous parlais du déclic avec l'appel à projet Climaction. Effectivement, on a pu rencontrer Michael Clément du programme Climaction pour envisager des objectifs plus précis d'un point de vue économie circulaire, au niveau du réemploi, mais aussi au niveau de l'allongement de la durée de vie de l'équipement. Donc voilà, on partait de page blanche puisque c'était une mission qu'on n'avait jamais lancée au conseil départemental auparavant. Et donc, un benchmark ou plutôt un parangonnage des autres collectivités nous a permis d'écrire donc le cahier des charges de cet AMO, de cet assistant à maîtrise d'ouvrage économie circulaire qu'on a recruté maintenant. Donc voilà, c'était pour dire qu'il y a eu aussi ce travail en amont de fixer finalement la mission d'AMO économie circulaire. Donc cette mission-là a été écrite pour correspondre aux différentes étapes du projet. Aujourd'hui, on a réalisé le diagnostic ressources, et on est à la phase stratégie, fixer les objectifs en termes d'économie circulaire du projet. En parallèle, on est en train de recruter les 3 équipes de maîtrise d'œuvre dans le cadre du concours de l'opération. On va sélectionner après cette première phase 3 équipes qui pourront proposer un projet pour la restructuration du collège. Dans cette première phase, on a déjà inséré un critère de sensibilisation à l'économie circulaire. Et en deuxième phase, quand les équipes nous proposeront leur projet, il y a également des attentes d'un point de vue taux de revalorisation et économie circulaire au sens large.
Donc voilà, vous le comprenez, c'est plus une bande-annonce qu'un retour d'expérience ou un bilan avec les chiffres d'un point de vue économique, taux de revalorisation, le bilan global, environnemental et social. On n'a pas encore été confronté aux freins culturels et assurantiels qu'on va forcément aborder par la suite. Mais en tout cas, la politique du département souhaite faire bouger les lignes, faire évoluer les pratiques et identifier finalement les filières déjà en place et les connexions qu'on peut peut-être développer avec cette demande d'aller plus loin vers l'économie circulaire. Donc voilà, rien que par rapport au tri des déchets sur chantier, c'est un sujet délicat qu'on maîtrise pas encore jusqu'au bout. Donc si on arrive déjà à tirer les enseignements avec cette opération-là pour aller plus loin sur l'ensemble des opérations et même à travers les groupes de travail que la région propose, notamment pour monter en compétence finalement l'ensemble des acteurs. C'est ce qui nous intéresse. On travaille aussi à l'éducation dans le sens où on intègre les collégiens pour cette opération-là, mais aussi le CNAM et l'école d'architecture depuis quelques années. Donc, on travaille sur ce sujet de réemploi et il s'intègre directement dans le projet du collège d'Audun-le-Roman pour imaginer un autre mode de consommation, arrêter cette économie linéaire et bien imaginer d'autres fonctionnalités, d'autres démarches d'un point de vue économie circulaire. Voilà, on parlait du Spazer avec la dernière présentation et donc je dois aussi dire que le conseil départemental est engagé de manière volontaire dans un schéma de promotion des achats social et écologique avec un Spazer. Donc, démarche volontaire avec des objectifs d'achat responsable, de développer également une économie de proximité et une croissance de l'économie circulaire. Donc, les objectifs ont été fixés. L'ensemble des services sont concernés par cette démarche-là et on est en train d'élaborer les fiches actions pour justement atteindre ces objectifs. Donc voilà, pour aussi dire qu'il n'y a pas uniquement une démarche sur le bâti, mais bien une ambition des élus sur la globalité des achats publics du conseil départemental. J'ai été un peu vite, mais voilà, je suis encore dispo pour répondre à d'éventuelles questions plus précises. Merci beaucoup, Marina, pour cette présentation. On a bien compris qu'on n'était pas encore dans de la restitution de résultats, mais plutôt dans l'expression d'une ambition et dans la présentation des moyens que se donne le département pour aller vers davantage d'exemplarité dans sa politique de rénovation et pas que, puisqu'on a compris que cette ambition, elle était bien plus large. Donc, affaire à suivre, j'ai envie de vous dire, ça donne envie de revenir vers vous peut-être l'an prochain pour voir comment ce chantier de rénovation qui se veut exemplaire aura évolué. Le rendez-vous peut être pris, Marina, si vous le voulez bien. Je sais que c'est un sujet qui ne fait que monter, celui de l'exemplarité de la commande publique. On aura forcément des occasions d'en reparler avec vous. Merci encore, Marina. Et des questions pour Marina ou des commentaires quant à son intervention peuvent être déposés dans la conversation du webinaire. Donc, n'hésitez pas, on y reviendra en fin de séquence. La parole passe du côté de Goëri Ferry, qui vous a déjà dit bonjour ce matin en entame de séquence. Vous êtes toujours avec nous, Goëri, je le sais. On reste dans le domaine des chantiers, mais on va évoquer une autre approche avec vous, celle de la valorisation des déchets inertes et notamment de ceux qui sont collectés en déchetterie. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui pour aller vers davantage de circularité et davantage d'exemplarité? Eh bien, vous allez nous le dire, je le rappelle, vous êtes actif au sein d'Aganis et Aganis, c'est l'établissement public qui sert de régie opérationnelle à la collectivité Metz Métropole. À vous, Goëri, la parole, le micro est vôtre. Voilà, donc je vais vous présenter
le projet que nous développons depuis 2018, qui consiste à recycler en travaux publics les déchets inertes collectés en déchetterie. Voilà, donc rapidement, la présentation d'Aganis. Donc, on est la régie opérationnelle de Metz Métropole en charge des déchets ménagers. Ce qui est important à retenir, c'est que nous avons une tradition industrielle parce que nous gérons donc les déchets ménagers et l'assainissement et nous exploitons nous-mêmes donc les outils nécessaires à ces actions, que ce soit un centre de tri, une UVE, les déchetteries, une plateforme de transit et de broyage, et du côté de l'assainissement, la station d'épuration, le réseau et d'autres installations annexes. Donc, ce fait qu'on est 260 agents de l'établissement et exploitants de nos outils. Donc, un rappel du contexte qui nous a amené à développer ce projet. Donc, en 2017, la collectivité nous demande d'accroître la valorisation matière. Et donc, une des pistes qui est retenue, c'est donc donner une seconde vie aux déchets inertes issus des déchetteries. Donc, les déchetteries, ce sont les déchetteries ouvertes aux particuliers, comme les outils que chacun a à sa disposition à titre personnel dans sa collectivité pour aller déposer ses déchets verts, ses déchets inertes, souvent du gravat ou des blés, des métaux, du carton, etc. Donc, en 2017, à Aganis, ces déchets étaient envoyés en élimination en centre de stockage des déchets inertes. Donc, l'objectif, c'était de trouver une solution pour les recycler. Donc, il y a d'abord eu une première phase qui était une étude bibliographique, une identification des moyens techniques nécessaires, la lisibilité des sites qui faisaient déjà du recyclage. C'était pour tous des sites privés, et puis la réalisation de tests pour voir la possibilité, avec nos déchets, d'en faire des produits qui sortiraient justement du statut déchet et qui pourraient être utilisés en technique routière. Pour nous, il y avait des opportunités en 2017, c'était la fin du marché d'élimination des déchets inertes. Parallèlement à ça, on a développé une collecte du plâtre dans des déchets des particuliers, avec pour principe d'accepter tous les déchets de plâtre, qu'ils soient complexés avec de la faïence, avec des isolants, que ce soit la production de déchets de plâtre au moment de la pose du plâtre ou de démolition. Et puis également, on avait une réserve foncière à proximité de notre installation de transit et de broyage, qu'on appelle la PAVD, plateforme d'accès de valorisation des déchets, et on avait là à peu près 2 hectares sur lesquels on pouvait développer notre projet. On était également au cœur de l'agglomération messine, avec des réseaux routiers qui desservent le site, donc avec une grande accessibilité. Donc, on était au cœur de la zone de production des déchets et au cœur de la zone d'utilisation des matériaux. Donc, en 2018, on crée notre installation, unité de traitement des déchets inertes. On part sur un site en déclaration. On réalise des aménagements, donc le plateformage, la mise en place d'une clôture, portail d'accès, aménagement déchalisé pour l'insertion paysagère. Et à partir du 1er janvier 2018, le transit des déchets inertes commence. Vous avez ici une présentation du process que nous avons mis en place. Donc, on commence par un criblage, un scalpage, quand on parle de criblage primaire, où on sépare la fraction la plus fine qui contient notamment les argiles, une fraction qu'on appelle intermédiaire et une fraction grossière. La fraction grossière passe en cabine de tri où on a 4 trieurs qui manuellement vont retirer tout ce qui est indésirable, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas minéral, le bois, les plastiques et le plâtre. Et la fraction intermédiaire, ben finalement, c'est la fraction dans laquelle on a enlevé la fraction argileuse, mais qui est trop petite aussi, trop fine, pour pouvoir être triée à la main. Et cette fraction, donc la fraction grossière qui ressort de la cabine de tri, passe ensuite dans un concasseur pour produire une grappe recyclée. Donc au final, on se retrouve avec 3 produits, un scalpage 0,10 mm à peu près, une autre fraction 10,50 et une fraction 0,80 qui est repassée par le concasseur. Vous avez ici une illustration des produits de départ.
Donc, on voit qu'on a des produits très hétérogènes avec de la terre, avec du plastique, avec du plâtre, avec, alors là, c'est pas trop visible, avec du bois. Donc, le recyclage des déchets inertes, c'est quelque chose qui se fait depuis relativement longtemps, mais surtout avec des gisements type démolition, donc avec beaucoup de béton, avec à la rigueur de la croûte d'enrobée, mais réaliser du recyclage de déchets inertes à partir de cette fraction qui est extrêmement hétérogène, cela se fait encore relativement peu. Vous avez ici une illustration donc, des différents outils. Donc, l'appel qui alimente le scalper. On voit, donc l'état qui sont face à nous, c'est donc la fraction 10-50. Il y a une fraction qui est derrière le scalper, donc c'est l'équipement en bleu, qui est la fraction fine. Et vous avez l'équipement jaune qui est la cabine de tri. Donc, sur les côtés, on voit c'est ce qui est retiré par les opérateurs de tri. Et au bout de la cabine, il y a un overboard qui permet d'enlever les éléments ferreux et la fraction grossière qui sort de cette cabine de tri. Et cette fraction grossière, ensuite, repasse par un concasseur qui nous permet d'avoir notre fraction publique. Vous avez ici les différentes fractions produites. Donc, la fraction grossière sortie de la cabine de tri, qui, une fois concassée, donne à 0,80. Donc, quand on dit 0,80, c'est 0,80 mm. Une fraction 10-50, cette année, on a décidé de ne pas concasser, on fait un 0,31,5 concassé. Et ensuite, on a la sortie 0,10, 0,20 sortie scalper. Donc, on va se retrouver avec, au final, dans la production, avec 5 produits différents. Et actuellement, il y en a 2 qu'on reconcasse pour faire, au final, 3 produits qui sont commercialisés. D'un point de vue technique, il y a 2 guides qui s'appliquent. Il y a le guide Lorrain d'utilisation des matériaux en technique routière et puis le guide CEREMA d'acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs en technique routière. Donc, le premier guide, le guide Lorrain, nous permet de s'appuyer sur des recommandations techniques et le guide du CEREMA, c'est une recherche de pollution dans nos productions et de façon à les qualifier pour les différents usages autorisés. Donc, les caractéristiques géotechniques qu'on étudie, ça va être identifier la granulométrie, hein, je parlais de 0,80, 0,31,5. La teneur en énergie, c'est très important pour ces matériaux parce que ça va refléter ensuite une sensibilité à l'eau. Ça n'empêche pas de les utiliser, mais ça va donner une indication pour les utilisateurs de quand les utiliser. En période de pluie, s'il y a beaucoup d'argile, c'est compliqué à mettre en œuvre. Et comment les utiliser aussi, ça donne des indications sur le compactage. La résistance, ça c'est donc des paramètres purement techniques qui va donner une indication sur les possibilités d'usage. On a également donc, des caractéristiques physico-chimiques, donc la pétrographie, l'identification, de quoi sont composés nos matériaux. La teneur en sulfate solide, c'est très important, c'est un critère technique primordial pour les classes d'usage des matériaux. Et ensuite, donc, des recherches d'éléments polluants avec des tests de liquidation. Sur nos différentes productions, donc le scalpage, la fraction 0,10 est classée comme scalpage, la fraction 0,31,5 également comme scalpage. Et vous voyez à droite de la présentation le tableau récapitulatif d'utilisation proposé par le guide Lorrain. Les fractions de scalpage sont utilisables dans tous les remblais, remblais généraux, remblais de fouille. Et la production 0,80 donc, est qualifiée en GR1N, et donc ça nous permet d'utiliser aussi en couche de forme. Donc au final, nos 3 productions trouvent une utilisation en technique routière, en travaux publics, que ce soit en remblai ou en couche de forme. On a des teneurs en sulfate soluble, donc issues du plâtre, qui sont significatives, mais qui n'empêchent pas l'utilisation des matériaux. C'est-à-dire que ces matériaux sont utilisables. Pas partout, il y a des restrictions. Par exemple, sur le scalpage, on ne va pas pouvoir l'utiliser en couche de forme. Mais non, néanmoins, ces matériaux qui auparavant, avant tri, étaient destinés à l'enfouissement, maintenant trouvent des utilisations dans les travaux publics.
quelques éléments de... Goëri, excusez-moi, je vais vous inviter peut-être à être un peu plus succinct sur les diapos parce qu'en fait, on a un vrai problème depuis le début de qualité de son avec votre intervention. On n'entend pas très bien tout ce que vous nous dites. C'est un petit peu difficile. Du coup, puisque les informations sont à l'écran, le cas échéant, si vous pouviez être un peu plus synthétique, ça serait plus agréable, je pense, pour tout le monde. Désolée, je ne sais pas d'où vient le problème. Mais c'est sans doute un problème de qualité de connexion. Vous n'y êtes pour rien, hein, bien entendu. D'accord. Donc, par rapport au texte d'exfiliation, on n'a pas de contraintes sur l'utilisation par rapport à l'environnement immédiat. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser qu'on soit en zone karstique ou en zone normale. Vous avez ici un schéma qui montre les zones d'utilisation. Donc, on voit que sur les travaux, il y a quand même une grande gamme d'utilisation des matériaux qui sont produits sur notre installation de recyclage. Le bilan, c'est que finalement, en 3 ans, on a ainsi recyclé 40 000 tonnes de déchets inertes qui auparavant étaient destinés à l'élimination. Et donc, depuis 2018, on a envoyé 0 déchets inertes en élimination. Que ces graves recyclés ont été utilisés donc, sur des plateformes industrielles, des plateformes privées, en remblai de fouilles, mais également donc, en usage sous chaussée communale et départementale. Ça veut dire que les matériaux produits ont été qualifiés par le département, par également la régie de l'eau de Metz Métropole, pour être utilisés dans les travaux et sous la voirie. Et au final, notre installation, donc, on a des coûts de recyclage qui sont équivalents à l'élimination. C'est-à-dire qu'on arrive à recycler ces matériaux sans surcoût pour la collectivité ou pour Aganis. Et ce que je voudrais signaler aussi, c'est qu'on a réussi à réaliser ces opérations grâce à des entreprises partenaires, donc le Tri-Service Recyclage, qui nous a accompagnés dans la première phase. Actuellement, on travaille avec les sablières de la Meurthe du groupe Eurovia pour la réalisation. C'est leur matériel que vous avez vu dans les diapositives d'illustration. Et également avec le Laboroute Lorraine, qui est notre laboratoire, pour qualifier nos productions. Rapidement, on compte encore améliorer notre process. On a présenté un projet à Climaction 2020 où on était lauréat. Actuellement, on traite que les déchets inertes collectés en déchetterie que nous exploitons et notre objectif, c'est de pouvoir nous ouvrir aussi aux apports extérieurs, et notamment aux entreprises de TP, de façon à pouvoir favoriser le double fret, donc arriver avec des déchets inertes et repartir avec des graves recyclés. Et ce projet nous permet vraiment de nous inscrire dans une économie circulaire à l'échelle de Metz Métropole, parce que les déchets inertes se transportent relativement peu, il n'y a pas de valeur ajoutée dedans, de même que les graves recyclés. Donc, c'est une production de déchets à l'échelle de notre territoire, un recyclage sur le territoire et un usage au niveau du territoire. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est une expérience reproductible. Elle nécessite au final relativement peu de moyens et toute collectivité qui produit des déchets inertes pourrait aussi produire ces graves recyclés. Merci beaucoup à vous, Goëri, pour cette présentation qui est très riche. Désolée, hein, à vous qui nous regardez pour la qualité du son. L'Internet est parfois capricieux, mais je pense que l'essentiel des propos de Goëri ont été compris et puis voilà, le support était plein d'informations, ce qui vous a permis, je pense, de garder les wagons accrochés. On part du côté de Strasbourg. Juste pour moi le temps de vous rappeler que si vous avez des questions pour Goëri, c'est le moment de les remonter dans le chat. À Strasbourg, nous retrouvons Michel Kiens, que vous avez déjà aperçu en entame de session. Je voulais présenter Michel. Elle est responsable qualité, mais aussi diététicienne au sein du service de la direction enfance et éducation de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Et là, on va changer complètement de contexte et d'atmosphère. On va aller du côté de la restauration
restauration scolaire pour évoquer un projet beaucoup plus complexe qu'il n'en avait sans doute l'air de prime abord. C'est celui qui vise à supprimer les barquettes plastiques jetables et à les remplacer par un système tout inox. Ça a l'air simple, mais vous allez voir que l'adversité est partout et à chaque étape du projet. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Donc effectivement, sur Strasbourg, donc juste en préambule, je souhaitais un petit peu vous présenter. Alors, j'ai pas de PowerPoint à vous présenter, si ce n'est que quelques images tout à l'heure. Donc, je vais essayer aussi d'être concise. En Oui, préambule, mais il on me va, on semblait. va converser, hein, Michel, il n'y a pas de, il y a pas de souci, hein. Expliquez-nous voilà, quel est le contexte général d'intervention qui est le vôtre et finalement d'où vient l'idée un peu folle non pas de supprimer l'école, mais de supprimer les barquettes, les barquettes jetables et de les remplacer par des barquettes inox. Oui, alors déjà, l'idée folle. Bon, au départ, je voulais juste vous présenter un petit peu le contexte de la restauration scolaire et de la petite enfance à Strasbourg. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce sont à peu près 10 800 repas qui sont servis dans le cadre d'un marché, le marché de la restauration scolaire et de la petite enfance, qui est un marché de 2 ans renouvelable une fois. Il a été initialisé en 2017. Ceci représente à peu près 46% des enfants scolarisés. Ce marché couvre donc 46 restaurants scolaires. Et aujourd'hui, nous fonctionnons en liaison froide via un prestataire local de proximité qui est l'Alsacienne de restauration, qui a lui-même donc une cuisine centrale puisque la ville de Strasbourg n'a pas de cuisine centrale en régie. Donc voilà un petit peu le contexte. Donc effectivement, l'initiation de ce projet qu'on appelle aujourd'hui Tout Inox date de 2016 très exactement, puisque nous étions en phase de rédaction du nouveau cahier des charges. Enfin plutôt, on était en train de terminer la rédaction de ce cahier des charges lorsque nous avons été mobilisés par deux collectifs, Zero Waste et Cantine sans plastique, qui sont venus effectivement frapper à notre porte et plutôt à la porte des politiques pour demander à la suppression finalement des barquettes au profit de contenants inertes, avec comme objectif un objectif sanitaire dans un premier temps, qui visait donc à diminuer les risques sanitaires, notamment en termes de perturbateurs endocriniens, mais aussi un objectif de développement durable qui consistait donc à limiter les déchets, puisque effectivement les barquettes, on a fait un calcul rapide, représenté en 4 ans de fonctionnement de marché, on visait à économiser 1,5 million de barquettes quand même, ce n'était pas rien. Donc il y avait quand même un enjeu important en termes de développement durable et de réduction des déchets. Donc bien évidemment, nous avons un petit peu été secoués dans cette étape. Et il nous a fallu reconsidérer effectivement une grosse part de notre cahier des charges. Et ce qui était particulièrement difficile, c'est que nous étions un petit peu les pionniers au niveau de la France. Alors, à notre connaissance, on connaissait les Sables d'Olonne, qui avaient, il me semble, déjà pratiqué le tout inox, mais c'était à une petite échelle, puisque de mémoire, ils étaient à 700 couverts jour, et nous étions à 10 800. Donc, c'est vrai qu'en termes de comparaison, ce n'était pas facile. Donc, nous n'avions pas de base, de travail. Donc, il a fallu nous mobiliser en mode projet pour essayer de trouver des solutions. Alors, contacter les prestataires, c'était difficile puisque nous étions déjà en phase finale. Donc, on ne pouvait pas vraiment savoir si les prestataires potentiels qui allaient répondre à notre cahier des charges étaient en mesure d'y répondre. Donc, on avait une petite crainte à ce niveau-là. Malgré tout, nous avons été… les politiques, je les ai oubliés, mais bien évidemment, ont répondu à cet appel et sont rentrés effectivement dans cette démarche. Il a également fallu qu'on se documente sur tous les équipements nécessaires, etc. Donc, tout ce travail d'investigation était assez long et plutôt, je dirais, stressant, puisque nous avions finalement un timing assez serré. Donc, malgré tout ça, le cahier des charges a bien vu le jour et a été publié en janvier 2017.
Alors, c'est une démarche qui devait se déployer sur 4 ans, hein, puisque c'était l'envergure du marché, vous l'avez évoqué. 2017, 2020, vous aviez des ambitions assez élevées, hein, au démarrage du projet. 100% des effectifs couverts en tout inox en 2020. On va maintenir un peu le suspense, hein, on verra si vous y êtes arrivé ou pas et quels sont les obstacles qui se sont dressés sur votre chemin. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant peut-être de mettre en évidence maintenant, c'est la progressivité de la démarche que vous avez voulu voilà, installer. Comment vous vous y êtes pris? Quelles ont été les grandes étapes, les grands jalons de ce projet? Alors, il a d'abord fallu effectivement qu'on soit raisonnable dans les objectifs. Donc, on s'était fixé, comme vous le dites, un objectif à 100% en 2021 à la fin du marché, avec toutefois un objectif intermédiaire qui était de 50% à 2 ans du marché. Alors, 50%, ce n'est pas 50% de nos restaurants, c'est 50% de nos effectifs globaux. Là aussi, on a souhaité garder toute raison, je dirais, puisque transformer des restaurants, ce n'était pas évident. Donc, pour démarrer, nous avons d'abord fait un diagnostic global sur l'ensemble de nos restaurants scolaires pour savoir quelles étaient les faisabilités. Alors, ce que je parle de faisabilité, alors, comme vous le savez peut-être, pour certains qui gèrent de la restauration scolaire, les offices de restauration ou les salles de restauration sont souvent très contraints. On y fait de la liaison froide, donc c'est de la télé-restauration avec des besoins d'équipement assez restreints. Avec le tout inox, il a fallu réinventer tout ça, reconsidérer les espaces en termes de réception de marchandises, les espaces en termes de confection des repas, en termes de remise en température, mais aussi pour laver les bacs inox. Donc, tous ces espaces qui autrefois étaient contraints, on avait comme objectif de les rendre plus accessibles. Et donc, forcément, il a fallu faire un diagnostic. Donc, on en est arrivé au point de connaître les restaurants qui étaient facilement transformables, les restaurants moyennement transformables et enfin les restaurants où on n'aurait aucune autre solution que de les revoir complètement et de retravailler entièrement la restauration en ouvrant de nouveaux restaurants. Voilà un petit peu l'étape. Ensuite, il a fallu bien évidemment aussi se soucier des conditions de travail de nos agents, en faisant appel notamment à un ergonome qui nous a accompagnés tout au long du projet pour nous conseiller en matière d'agencement et d'aménagement des locaux, mais également dans le choix des équipements, et puis bien évidemment aussi dans l'accompagnement de nos agents, où il a fallu reconsidérer l'organisation complète de leurs conditions de travail à travers des réunions de préparation avant, les accompagner pendant et les accompagner après le lancement du projet. Donc tout ce travail un petit peu d'initialisation a été très chronophage, mais malgré tout très intéressant. Et ça nous a permis finalement de nous mobiliser tous. Alors on parle toujours d'équipes techniques, hein, les agents de restauration qui sont là pour préparer les repas, les distribuer, mais aussi les équipes éducatives qui encadrent les enfants au quotidien, qui ont été finalement mobilisées autour de cet même objectif, qui était de servir nos enfants, non plus dans des barquettes, mais dans des contenants inox. On est en décembre 2020, donc presque à la fin du marché. Il n'est pas tout à fait achevé. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que les résultats qu'on escomptait sont là? Est-ce que la progressivité est à la hauteur des ambitions initiales? Alors au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas en toute transparence arrivés à nos objectifs. Nous sommes à 55%, donc un peu loin quand même de nos 100% attendus. Alors pour plusieurs raisons, hein, je vous les citer, pour des raisons effectivement. Alors la chance que nous avions, c'est que nous avions des candidats potentiels. Nous avons trouvé effectivement un prestataire qui a finalement répondu à l'ensemble des lots et qui a remporté l'ensemble du marché, et l'Alsacienne de restauration, où il a fallu qu'il reconsidère sa manière de procéder, mais il y avait surtout des enjeux au niveau de nos propres restaurants, de nos propres sites, où il a fallu effectivement engager des travaux lourds, plus ou moins lourds, et c'est de là que finalement vient le frein, puisque nous ne sommes pas arrivés finalement à transformer tous nos restaurants ou à construire de nouveaux restaurants dans un espace-temps très, très restreint qui était de 4 ans.
Alors, pour autant, on a déjà la fierté de pouvoir présenter des sites vitrines. Au Alors, moins un, on a hein, le effectivement. premier restaurant en tout inox, 350 couverts quand même, pas Exactement. rien. Donc Oui. en 2017, en fait, ça a été très rapide. Je vous parlais d'un marché publié en janvier 2017. Nous étions en train de sortir de terre un nouveau restaurant qui devait voir le jour en septembre 2017, où il a fallu revoir dans un temps très restreint l'ensemble de la configuration de ce restaurant. Donc nous avons réussi à le sortir en novembre 2017 avec finalement un équipement tout inox. Effectivement, ce restaurant a été un peu notre vitrine qui nous a permis ensuite d'en transformer d'autres, de prendre comme exemple ces organisations, de prendre comme exemple ces équipements. Alors, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais je vous ai juste préparé un petit… Allez, montrez-nous, parce qu'effectivement, c'est très parlant de juste pour voir. vous montrer un petit peu le type d'équipement qu'il a fallu Exact. notamment prendre en considération pour accueillir le tout inox. Donc en dehors des espaces, donc c'est ces équipements un peu spécifiques. Donc là, vous avez en l'occurrence donc des fours, hein, qu'il a fallu des fours de Alors, remise en température. Alors il n'y a rien d'extraordinaire, mais c'est des fours qui doivent être adaptés au bac il inox. faut que vous partagiez votre écran, Michel, parce que pour Ah, l'instant. je ne peux pas partager mon écran. Pardon, pardon. Alors, ce n'est pas grave, on va essayer de le faire pour vous. Non, mais je pense que Euh, j'ai dû faire une mauvaise manip. Ah, alors attendez, oui, non, mais c'est pas voilà. grave, on va Non, ça essayer y de est, le c'est faire. fait. Ah, Je pense que ok, c'est fait. c'est Voilà. magnifique, ça Pardon, marche en pardon. plus. Je suis Pas de pas très problème. férue de Voilà, l'information. on voit, tout va bien. Voilà, donc les fours de remise en température, effectivement, qu'il a fallu adapter, hein, puisque la barquette est un petit peu plus, le contenant inox est un petit peu plus haut que la barquette, un petit peu moins flexible. Nous avons également imaginé, alors ce n'est pas vraiment le tout inox qui nous a fait réfléchir à ça, mais c'est plutôt l'ergonomie, mettre en place donc des marmites de remise en température des potages, par exemple. Donc là, c'est un exemple de marmite, mais aujourd'hui, elles sont basculantes pour toujours garder à l'esprit cette notion d'ergonomie et de facilité de travail pour nos agents. Un deuxième slide qui vous montre en l'occurrence, alors là aussi, un équipement fondamental pour laver les bacs gastro dans nos offices avec un lave-batterie qu'il a fallu investir. Donc là, c'est un modèle initial sur le premier restaurant. Aujourd'hui, c'est un modèle qui est automatisé, là aussi dans un souci d'ergonomie. Donc beaucoup d'échelles hein, qui permettent en fait de ne pas soulever les bacs ou de ne pas trop porter et d'économiser les ports de charge pour nos agents. D'autres équipements qui ont dû être intégrés, notamment pour le service à table en maternelle ou en élémentaire, s'il s'agit effectivement d'un service à table, sachant qu'on a beaucoup de self hein, en élémentaire. Mais là, je vous montre un équipement spécifique en service à table avec un îlot central sous forme de bain-marie. Bon, sachant qu'à Strasbourg, on est un petit peu particulier aussi, puisque nous avons 4 prestations différentes, standard, sans porc, halal et végétarien, qui nous obligent effectivement à avoir une configuration de service assez spécifique. Toujours dans un souci d'ergonomie aussi des équipements pour débarrasser, notamment là un chariot de service de débarrassage pour les verres. Et il a fallu aussi investir dans des armoires réfrigérées mobiles, des armoires de maintien en température pour les bacs, etc. Vous voyez que ce sont des équipements assez conséquents et qui nécessitent aussi un espace assez important dans les restaurants scolaires. Et enfin, donc toujours ce service qui a dû être repensé, puisqu'autrefois nous mettions les barquettes sur table, il n'y avait pas de risque de brûlure. Aujourd'hui, c'est un service sur assiette qui est organisé à partir de cet îlot central dont je vous parlais, avec un binôme, donc un agent de restauration et un binôme, donc un encadrant, qui sont chargés finalement de faire un service personnalisé sur assiette. Donc voilà un petit peu. Et puis, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure, mais je peux déjà en parler. On a également, dans ce cadre-là, toujours dans un optique de développement durable, intégré le tri des déchets dans tous nos restaurants scolaires. Donc voilà un petit peu en termes de… Merci Michel. Oui, merci. Effectivement, le temps avance, donc je voudrais vous poser deux ou trois questions en espérant une réponse condensée et peut-être des précisions qui arriveront au moment des questions-réponses. Quel est le retour satisfaction des personnels qui ont basculé en tout inox et puis des usagers de la restauration scolaire? Alors, en termes d'usagers, c'est clair. Donc là, les parents, d'ailleurs, qui ont été mobilisés hein, dans ce cadre de ce projet sous forme de groupe de travail sont très, très satisfaits. En termes de satisfaction aussi de nos convives en direct, alors les enfants n'y sont pas trop sensibles, mais il semblerait quand même que le côté organoleptique, le goût est un petit peu changé aussi.
de la barquette au tout inox avec un goût un peu plus neutre. Hein. Mine de rien, la barquette, il y a quand même un goût de plastique qu'on ne retrouve plus finalement dans les contenants inox. Et puis, notre personnel, effectivement, bon, là, il ne faut pas se le cacher, ce sont des conditions de travail qui sont devenues plus difficiles, clairement, malgré un accompagnement, une écoute et une présence au quotidien, genre, pas au quotidien, mais régulier auprès de nos équipes. C'est quand même des conditions de travail qui ont été transformées, qui sont plus compliquées. Donc ça, c'est un petit point d'ombre, effectivement, dans le projet, mais voilà, il y a des points forts, il y a des points faibles, ça en fait partie. Mais on est là aussi pour continuer à s'améliorer ou à leur mettre à disposition des équipements adaptés. Nous avons dû renforcer aussi les équipes, puisque à travers ce tout inox, c'est 0,5 ETP qui ont été en moyenne, qui ont été créés, notamment en termes d'agents de restauration. Ça veut dire que ça a un impact économique réel, ce passage au tout inox aussi, sur le Un budget? impact économique, alors je n'ai pas de chiffres véritables à vous annoncer, mais je peux vous donner un exemple. Par exemple, pour une transformation de restaurant, c'est à peu près 65 000 euros d'investissement. Je vous ai parlé de légères transformations et d'achat d'équipements. En termes de moyens humains, c'est grosso modo 50 000 euros par an pour les agents de restauration aujourd'hui, et à peu près pour les accompagnateurs également. Donc, c'est quand même des budgets assez conséquents qui ont été mobilisés pour mettre en œuvre ce projet. Ce n'est pas négligeable en tout cas, mais les résultats sont là. En tout cas, ils commencent à arriver. 12 sites sur 46 sont aujourd'hui équipés en tout inox. C'est pas encore, voilà, c'est pas encore l'objectif que vous vous étiez fixé initialement, mais on avance pas à pas en suscitant aussi, on l'a compris, l'adhésion des uns et des autres, à la fois des convives, mais aussi des personnels. Et puis, vous l'évoquiez en filigrane tout à l'heure, peut-être l'occasion d'y revenir vraiment en deux mots. C'est pas une action isolée dans le cadre de la politique, non seulement de votre service, mais plus largement de l'Eurométropole. Il y a plein de sujets qui sont en lien avec l'exemplarité environnementale sur lesquels vous travaillez en restauration scolaire. Oui, effectivement, nous avons un souci global. Les objectifs sont globaux, les objectifs en termes de santé pour les convives, que ce soit la nutrition, bien évidemment, les qualités organoleptiques, l'origine et la traçabilité des produits, la limitation des perturbateurs endocriniens, à travers également tout un travail autour des additifs. Aujourd'hui, nous cherchons vraiment à supprimer progressivement les additifs les plus controversés. Également un enjeu environnemental à travers le choix des approvisionnements réfléchis qui font appel à des circuits courts, à des produits bio, à des produits équitables également, à des produits labellisés donc demain à travers la loi Egalim. Et puis effectivement aussi un enjeu éthique et social à travers également un souhait d'insérer donc systématiquement dans nos marchés une clause sociale développée qui demande à nos prestataires finalement de faire appel à des personnels éloignés de l'emploi pour participer à l'élaboration des repas de la ville de Strasbourg. Donc, c'est Voilà, effectivement… c'est aussi quand on dézoome de cette manière-là qu'on donne du sens globalement à l'ensemble de ces démarches qui sont menées sur des périmètres plus restreints. Merci beaucoup Michel pour cette intervention et les illustrations que vous aviez compilées pour nous. Ça a bien fonctionné du côté de la conversation. Alessia a suivi tout ça pour nous durant les échanges auxquels vous venez d'assister. Est-ce qu'on peut remonter quelques-unes des interpellations arrivées sur la conversation auprès de nos différents intervenants, Alessia, sachant que Marina a dû nous quitter, mais a déposé ses réponses en mode privé pour moi, donc je vous les partagerai voilà, sur la conversation également. Alessia, est-ce qu'il y a des interpellations vers nos autres intervenants, puisque Marina n'est plus avec nous? Oui, alors il y a une première question qui est assez générale, qui parle en fait, qui interroge l'intégration de critères pour voilà, la sélection de fournisseurs ou de producteurs locaux en fait. Comment voilà, introduire cette notion de proximité sans faire de distorsion de concurrence. Voilà, je ne sais pas si ça peut être répondu Alors en peut-être direct. Priscilla peut répondre. Je pense que c'est Oui, elle qui avait évoqué ça. Voilà, oui.
En fait, c'est vrai qu'on ne peut pas faire de discrimination, donc on est obligé de passer par des, je veux dire par des voies détournées pour pouvoir, favoriser, ces producteurs locaux. Je pense, là, on était sur le cas de la restauration. On peut très bien introduire, des fruits, biologiques, des fruits de saison. On peut demander, des critères, j'allais dire par rapport à tout ce qui est, plus généraliste, hein, ça se voit, sur les bilans carbone aussi, sur les modes de déplacement, mais ça sera pas on pourra pas, clairement identifier les fournisseurs comme ça. On pourra demander par exemple que, là j'avais, le cas par exemple, c'était, sur, le CCTP traiteur, le titulaire qui devra proposer des viandes bovines qui sont nées, élevées, abattues dans le même pays. Et là encore, on favorise, j'allais dire, une production, nationale plus locale. Donc ça sera effectivement à chaque fois des voies détournées, pour, favoriser, le contexte local, mais c'est possible. On peut avoir ce recours à ces voies où on demande, par exemple, dans un de nos critères, d'intégrer 20 de produits issus de l'agriculture biologique et ou de proposer 100 de produits locaux. Merci Priscilla pour cette précision. Michel, vous vouliez apporter un élément? J'avais eu l'impression de vous voir réagir. Ou alors simplement vous hochiez la tête en signe d'assentiment. En fait, là, je viens juste de rebondir. Effectivement, donc on pourrait se permettre d'écrire 100% produits locaux, vous disiez? Priscilla? Oui. Ouais. D'accord. On ne vous a pas entendu, en fait, le micro Oui. n'était pas ouvert. Oui, c'était oui, voilà, c'était C'était oui. oui. C'était oui, merci. Alessia? Alors c'est vrai que la personne qui a posé la question, donc elle a réagi, donc je vais juste, compléter, par sa remarque. En fait, elle disait qu'elle, par exemple, elle aimerait plutôt avoir, un intervenant le plus proche, en termes de région. Donc par exemple, pas avoir, un intervenant qui vient de Paris, alors qu'il pourrait y avoir, voilà, une offre, plus proche. Mais bon, là, ça reste, je pense, dans la même problématique de trouver des moyens détournés, en fait, Et oui, effectivement, le sourcing est important pour savoir, autour de soi quelles sont les entreprises, qui peuvent répondre et après adapter, alors je dirais pas adapter le cahier des charges, à l'entreprise en question, mais la connaître suffisamment bien pour pouvoir cibler, ses particularités et lesquelles pourraient, être, ressortir lors de l'analyse des offres. Merci Priscilla. D'autres questions? Alors, du Questions coup, courtes après et réponses courtes, parce qu'on est un peu en retard. alors, il y a 3 questions pour, le monsieur Daganis. Donc alors, la première, c'est sur comment améliorer donc la qualité des matériaux, déposés en déchetterie. Est-ce qu'il y a une démarche engagée? Ensuite, les conditions, enfin, de reproductibilité du procédé, voilà, dans d'autres collectivités. Et ensuite, le statut des produits sortants de votre installation. Donc, est-ce qu'ils sont, et sur le point de vue économique aussi, est-ce qu'ils sont équivalents à des matières vierges pour les sous-couches routières? Goëri. Donc, je vais répondre dans l'ordre les questions. Donc, la démarche en déchetterie, donc j'en ai parlé un peu en introduction. Ce qui nous permet de réussir aussi, c'est le fait qu'on ait une collecte spécifique du plâtre. Le plâtre, par les sulfates qu'il produit, est l'ennemi finalement du recyclage des déchets inertes. Et bien souvent dans les déchetteries, on parle de gravats, parce que la notion de déchet inerte est compliquée pour le public. Et finalement, du plâtre, vous démolissez une cloison, le plâtre fait partie des gravats. Donc, la réussite de ce type de recyclage est liée à la fois à une collecte du plâtre le plus en amont possible, une sensibilisation des agents d'accueil en déchetterie. Donc nous, on a la chance que tout ceci soit intégré au sein d'Aganis, c'est-à-dire qu'on exploite nous-mêmes les déchetteries. Ce sont nos agents d'accueil, nos chauffeurs, nous qui exploitons les sites. Donc ça, ce sont des conditions de réussite du projet, d'être rigoureux sur l'accueil des déchets. Plus ils sont retirés en amont, plus ça participe à la qualité du produit. Sur la reproductibilité, c'est sûr qu'il y a un contexte local qui joue. Alors,
Encore une fois, Aganis, c'est une entreprise publique, mais avec un caractère industriel, ce qui n'est pas le cas. Toutes les collectivités n'ont pas cet outil à disposition. Mais ensuite, par contre, il y a des entreprises de TP partout et des entreprises qui sont capables de faire du recyclage de déchets inertes partout. Les outils qui sont utilisés, que ce soit un scalper, une cabine de tri ou un concasseur, sont des outils qui sont en location, disponibles, on en trouve sur tout le territoire. Donc ensuite, il faut trouver des entreprises qui sont motivées pour accompagner les collectivités et produire des matériaux recyclés. Sur le statut des matériaux produits, les normes techniques ou les normes environnementales sont les mêmes que des matériaux qui sortiraient de carrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de statut dérogatoire, ce sont les mêmes conditions d'utilisation. Donc techniquement, on se compare à des matériaux issus de carrière, quel que soit le contexte géologique, soit en calcaire, en granit ou en zone alluvionnaire. Et pour l'aspect économique, alors là, c'est plus compliqué à répondre parce que là aussi, ça dépend du contexte local. J'expliquais que nous, on était au cœur de l'agglomération Messine. Donc, le coût d'un matériau est lié à la fois à son coût de production, mais aussi aux transports qui sont liés à la commercialisation. Donc, là, nous, en étant au cœur de l'agglomération, on diminue fortement les coûts pour les utilisateurs parce qu'on est à proximité des principaux chantiers. Et le coût de traitement, pour finir, le coût de traitement des machines qui sont mobilisées nous revient est identique à si on envoyait ces matériaux en élimination. Donc ensuite, là, on est équilibré par rapport à nos coûts en comparant les filières. Et ensuite, ce qu'on vend, c'est un prix de marché et qui vient en plus diminuer le coût de la filière. Merci Goëri pour ces précisions. Décidément, ça suscite des réactions, l'intervention de Priscilla sur cette question du travail avec les producteurs locaux et la façon de pouvoir le valoriser dans le cadre d'un marché public. Je vous lis l'intervention d'Antoine. Voilà. Je vous lis l'intervention d'Antoine sur la conversation. Je souris parce que je viens de voir la réponse de Priscilla. Donc, il faudrait que Priscilla puisse préciser son propos parce que c'est peut-être contradictoire ou alors c'est nous qui n'avons pas compris. Elle a tout d'abord indiqué qu'il fallait utiliser des voies détournées, entre guillemets, dans les clauses des marchés pour inciter à leur recours, donc recours aux producteurs locaux. Et puis, elle a indiqué qu'on pouvait inscrire une clause de 100% de produits locaux demandés. Alors, du coup, où est-ce qu'elle est la vérité? D'un côté, de l'autre, Priscilla. Alors, en gros, on ne peut pas refuser des offres effectivement qui viennent de Paris. Pour autant, on peut très bien écrire, hein, c'était une proposition de rédaction de la part d'Hervé dans nos marchés, que le titulaire doit intégrer 20% de produits biologiques et ou proposer 100% de produits locaux. Après, j'allais dire, il y a une notion d'appréciation. L'offre parisienne peut très bien dire, voilà, les produits que je vous propose, ils viennent de la région Grand Est ou les produits avec lesquels je travaille, notre producteur est basé à Nancy. Mais en tout cas, ce qu'on a observé par rapport à ce nouveau cahier des charges, c'est qu'avant, on avait des réponses sur ce marché traiteur qui ne sont plus exactement les mêmes que celles du nouveau marché traiteur. Je dis ça parce qu'on a des petits producteurs sur Nancy, notamment les fermiers d'ici, qu'on n'avait pas pu recruter autrement qu'en insérant j'allais dire, ce panel de clauses éco-responsables tant sur la gestion des déchets que sur l'utilisation des récipients, puisqu'on n'a pas attendu la loi Egalim pour favoriser le non-recours au plastique. Mais clairement, on ne peut pas dire je ne souhaite que des répondants, j'allais dire, dans un secteur On défini. on ne peut exclure personne de manière Voilà, on ne peut pas spécifique. exclure. C'est Après, ça on la peut règle. demander Ouais. des bilans en termes de gaz à effet de serre, par exemple.
Ça fait partie des fameuses voies détournées pour pouvoir s'en sortir, c'est ça? Oui, ça fait partie du panel qu'on a pour pouvoir s'en sortir, effectivement. Bon, allez, ça donne envie en tout cas de venir travailler avec vous dans ces groupes qui sont en train de se mettre en place et où l'ensemble de ces sujets sont abordés. On voit que c'est pas si simple. Alessia, je pense qu'il restait une toute dernière question pour Michel dans le chat. Oui, alors en fait, c'était de savoir est-ce que cette démarche zéro barquette de l'EMS donc inspire d'autres collectivités du Grand Est ou d'autres régions? Est-ce qu'on est venu vers vous voilà, pour des retours d'expérience? Oui, tout à fait. Je veux dire, à partir du moment où Strasbourg a affiché effectivement ses objectifs, et on est quand même, je pense que l'information a été largement diffusée au niveau des médias. Alors je dirais pas au début c'était pratiquement toutes les semaines où on a été sollicité, là maintenant un petit peu moins, mais je pense que ça va encore arriver puisque la loi Egalim nous imposera de laisser tomber les barquettes d'ici 2025. Donc on est régulièrement sollicité effectivement pour leur expliquer notre démarche. Alors elle nous est propre, hein. Je dirais c'est pas un avantage d'être les premiers, je dirais. C'est-à-dire aujourd'hui, chaque ville qui nous interroge, on va leur faire part de nos organisations, de la manière dont on a appréhendé le projet. Je suis certaine que demain, d'autres villes qui auront plus le temps de prendre du recul et surtout de préparer ce changement, hein, qui est énorme, vont réinventer les choses différemment. Et malheureusement, nous étions un petit peu, entre guillemets, je dirais les premiers. C'est possible hein, que sur d'autres régions, ça existait déjà, mais en tout cas, nous n'avons pas eu le temps de faire de démarches. Vous avez essuyé les plâtres, on va dire. Vous avez essuyé les plâtres. On est très aussi, alors ce qui est bien, c'est que les villes nous contactent, nous écoutent, nous remercient, mais nous gardons des contacts pour demain. C'est-à-dire que je dis toujours en conclusion que je serai également à l'écoute de comment ils mettront en œuvre ce projet dans leur collectivité pour pouvoir aussi prendre de bons exemples et peut-être faire progresser nos pratiques aussi. Voilà. Donc, vous êtes en train de créer une espèce de réseau national tout inox, voilà, dont il sera aussi intéressant de suivre les activités. Qui sait, hein, peut-être qu'on pourra donner une vraie vie officielle à ce réseau si en tout cas ces expériences essaiment, et on voit à quel point elles sont intéressantes aussi parce qu'elles ouvrent d'autres voies de questionnement sur des sujets connexes en matière d'alimentation durable et de santé. Et c'est aussi ça qui est intéressant dans la démarche que vous avez présentée. Merci à vous tous. J'ai déposé dans le chat les réponses de Marina aux questions qui lui avaient été posées. Donc voilà, si vous faites partie de ceux qui l'avaient interrogé, n'hésitez pas à aller lire ces réponses dans la conversation. Que dit la loi AGEC en matière d'exemplarité et singulièrement d'exemplarité de la commande publique? Pour le savoir, je vous propose d'aller retrouver le représentant de l'Adréal, et ce matin, c'est Richard Marcelet, le chef de pôle de l'Adréal que vous avez déjà découvert lundi. Lundi, il a eu quelques difficultés pour nous rejoindre, Richard, mais ce matin, ça s'est super bien passé, donc la parole, elle est à vous dès maintenant. Merci, c'est gentil. J'espère que tout le monde m'entend bien. Tout à fait. Juste pour être sûr, Nathalie, comme on a un petit peu dépassé le créneau, vous aviez indiqué, j'étais parti sur 4-5 minutes, c'est bon? Oui, c'est bon, on fera une petite pause un peu plus courte. D'accord. C'est pas un souci. Je tiens à vous remercier et puis vraiment à remercier tous les intervenants de ce matin parce que vous avez vraiment illustré de manière concrète ce que la loi AGEC essaie d'impulser comme changement. Alors, généralement, on voit une loi comme quelque chose de très contraignant. Vous savez, si elle va nous imposer des nouvelles normes, elle va nous dire ce qu'on doit faire, etc. C'est vrai en partie, bien entendu, mais je pense que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'une loi, les lois sont les règles que l'on définit ensemble pour définir notre façon de vivre ensemble et définir ce qu'on veut dans notre quotidien et ce que l'on veut changer. Et vous l'avez très bien montré à travers les exemples de ce matin, ce que l'on peut changer en étant, j'ai envie de dire, un peu ambitieux, mais aussi réaliste par rapport à la difficulté qu'il y a aussi à changer des choses, des façons de faire. Et c'est ce qui est intéressant. Alors, j'ai un petit diaporama, mais juste 2 diapos que je vais partager. On y va. Je ne vais pas aller très, très loin je ne vais surtout pas aller dans le contenu de… Hop là, en principe, ça doit être bon.
Dans le contenu de la loi, je ne vais pas le détailler. En plus, ce matin, quelques intervenants ont donné quelques exemples, donc ça ne sert à rien de répéter ce qui a déjà été dit. Vous avez ici sur cette diapo des exemples d'articles qui concernent la commande publique sur inciter au réemploi, plus de matières recyclées dans les produits qu'on achète, permettre les constructions temporaires ayant fait l'objet d'un reconditionnement. Vous avez parlé des pneumatiques recherchées. Voilà. Il y a plein de possibilités, il y a plein il y a des trajectoires qui sont indiquées. Parfois, il y a des décrets qui sont en attente, parce que c'est vrai que dans une loi, on n'a pas forcément tout n'est pas forcément très précisé. Sachez que, alors les décrets, on se dit, voilà, pour aller retrouver un décret, c'est pas évident. Alors, j'allais sur Légifrance, c'est une horreur. Vous tapez simplement sur votre moteur de recherche préféré décret loi AGEC et vous arrivez directement sur le site du ministère avec les décrets qui sont publiés. Donc vraiment, c'est facile de les retrouver. Et moi, je voudrais revenir pour les 2 minutes qui me restent plus sur du sens. Cette loi AGEC, pourquoi est-ce que dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, il y a un volet sur la commande publique? Tout simplement parce que ce soit collectivité ou nous, services de l'État, on a d'abord un devoir d'exemplarité. Pour entraîner les acteurs, il faut qu'on montre que nous aussi, on est acteurs de tout ça et qu'on est impliqués et qu'on fait des choses. On ne doit pas que porter. Et quand je dis ça, j'ai vraiment dit nous, c'est-à-dire que j'inclus les services de l'État, je nous inclus tout institutionnel de la fonction publique. On doit changer nos façons de faire, dans notre façon d'acheter. Et puis au-delà de cette exemplarité, il faut bien être conscient que dans notre façon d'acheter, on impulse aussi des changements auprès de nos fournisseurs et de nos partenaires. Pourquoi? Parce que quand un fournisseur, une entreprise voit un cahier des charges qui les invite à intégrer des matières recyclées, elle se dit « Ah, mais comment je vais faire si elle n'a rien fait ?» Si jamais elle a déjà fait des choses, elle se dit « Ah, c'est une bonne occasion de faire. » Mais si elle ne voit rien de tout ça, elle se dit pourquoi changer? Ceux qui commandent, ils ne changent pas leur façon de faire. Donc, je n'ai pas à changer. Donc, vous avez un vrai levier. Et puis, la dernière chose que je voulais dire, j'étais hier avec un réseau d'entreprises qui travaille sur ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. Alors, c'est un terme barbare, je ne vais surtout pas entrer dans le détail de tout ça maintenant. Mais je voulais vous dire que dans nos façons de passer des marchés, de passer des commandes, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi de laisser des portes ouvertes et pas trop fermer de portes. Parce que vous avez des entreprises qui innovent, qui cherchent à vous proposer des nouvelles solutions qui sont environnementalement intéressantes et elles ne peuvent pas forcément trouver une place dans les cahiers des charges qui sont trop fermés et trop précis. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, bien sûr, quand on passe un cahier des charges, on nous dit « Ah, il faut savoir vraiment concrètement ce que tu veux et être précis dans ce que tu veux. » Oui, mais je pense qu'il faut aussi laisser des portes ouvertes pour permettre à les entreprises de valoriser leur innovation. Et puis, quand on définit ce que l'on veut, des fois, on croit savoir ce que l'on veut, mais je donne un exemple très concret. Vous savez, on est en plein hiver, on a besoin de se chauffer. On se dit « J'ai besoin d'avoir une chaudière. » Non, vous n'avez pas besoin d'avoir une chaudière, vous avez besoin d'avoir chaud. On est bien d'accord? La chaudière, qu'elle vous appartienne ou qu'elle ne vous appartienne pas, peu importe. Et tout ça, et ça paraît être un détail, mais ce n'en est pas un. Parce qu'en fait, la personne qui vous répond, l'entreprise qui vous répond, soit elle va vous fournir des chaudières, elle va avoir intérêt que ces chaudières, elles vont vendre un maximum, soit elle va vous fournir une garantie d'avoir une chaleur. Et là, du coup, elle va vous mettre à votre disposition des chaudières, et son intérêt à elle, c'est que la chaudière, elle soit réparable, elle consomme moins. Et là, du coup, vous retournez l'effort environnemental vers l'entreprise. Vous voyez? C'est une autre approche. C'est en quelques mots un exemple de ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité. C'est une autre approche et je pense que dans nos façons de passer des commandes, il faut ouvrir des portes pour aller vers ça aussi. Donc, c'était un exemple, il y en a plein d'autres. Et vous avez des entreprises qui attendent qu'on leur ouvre ces portes. Donc, j'ai envie de dire, voilà, essayez-y. La loi vous invite aussi à faire ça.
Merci beaucoup, Richard, pour cet éclairage réglementaire qui était aussi une forme de pré-conclusion. Mais la vraie conclusion, c'est Alessia Villassi qui va nous la proposer maintenant. C'est elle, hein, qui est à l'origine de l'inscription au programme de ces journées régionales économie circulaire et déchets du sujet de l'exemplarité de la commande publique. Quel regard portez-vous sur les différentes interventions qui ont émaillé la séquence? Qu'en avez-vous retenu, Alessia, en quelques mots? Alors en effet, on voit que ouais, qu'elles sont vraiment toutes très intéressantes et qu'elles représentent vraiment des défis que se sont donnés les porteurs. Donc soit impulsés d'eux-mêmes, voilà, dans une volonté d'exemplarité, soit même impulsés par des acteurs du terrain, comme dans le cas de Strasbourg, où c'est vraiment des acteurs locaux, Zéro Waste, Cantine Zéro Plastique, voilà, qui sont venus les chercher. Mais dans tous les cas, ils ont relevé le défi et donc ils y sont allés forcément pas à pas, donc avec vraiment la volonté, ouais, de commencer par une opération test, pilote, voilà, qui va être la vitrine, voilà, qui montrera l'exemple, voilà, sur la faisabilité, qui permettra après de déployer ça à plus grande échelle. Donc voilà, donc voilà, c'est vraiment ce que j'ai vu dans ces interventions, voilà, vraiment super. Et après, il faut savoir que voilà, donc dans tous les cas, voilà, quand vous voudrez relever ces défis-là, vous ne serez pas seul. Donc il y a les groupes de la région, le groupe de travaux de la région, voilà, qui mutualise les acteurs, enfin qui fédère les acteurs, voilà, qui pour du partage d'expérience. Voilà, il y a des appels à projets de l'ADEME, donc sur le BTP notamment, voilà, pour qu'on aide des AMO ou des solutions, voilà, de traitement, voilà, voilà, comme pour Aganis. Donc voilà, donc que ce soit techniquement ou financièrement, voilà, vous trouverez toujours un moyen voilà, d'avancer, voilà, en étant accompagné. Voilà, ce message de vous n'êtes pas seul et fait sans doute écho dans beaucoup de têtes ce matin. Merci de l'avoir relevé. C'est plutôt encourageant. Ça donne envie de se lancer. Merci à Marina qui n'est plus avec nous, mais c'était prévu malheureusement. Merci à vous, Alessia, pour cette introduction et aussi cette conclusion de séquence. Merci à Priscilla, à Goéry, à Michel pour leurs interventions toutes inspirantes. On referme cette séquence avec du retard, c'est vrai. Richard le soulignait tout à l'heure. Du coup, je vous propose, il est 10h35, de raccourcir un petit peu la pause prévue. Je vous laisse 10 minutes pour prendre un petit café, faire quelques mails, discuter avec vos collègues si vous avez encore la chance d'en croiser quelques-uns par ces temps troublés. On se retrouve à 10h45 tout pile pour notre dernière séquence consacrée à toutes ces opérations qui favorisent le don, le réemploi et la réparation. À tout de suite pour nos intervenants. Coupez vos caméras et vos micros et rebranchez tout ça à 10h45 pour qu'on puisse reprendre les travaux. À tout à l'heure.